Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous santé désormais du mardi soir. Alors que je pensais en savoir suffisamment sur la grossesse, un ouvrage est venu percuter mes convictions et m'a permis de découvrir, non pas les liens étroits entre le corps et l'esprit que tout le monde connaît et a expérimenté, mais la logique prédictive du cerveau et l'interoception, termes sur lesquels nous revenons immédiatement, et de comprendre mieux des mécanismes naturels et finalement complexes comme la grossesse et son déroulement, l'accouchement et le postpartum, l'amour maternel et l'attachement, le baby blues, la dépression et quelques autres troubles et pathologies. C'est cette expérience que j'ai voulu partager avec nos auditeurs en recevant aujourd'hui les deux auteurs d'un travail remarquable au titre explicite dans le cerveau des mamans aux éditions du Rocher. C'est ainsi que j'ai le plaisir d'avoir ce soir dans le studio le docteur Lucie Joly, psychiatre, PH, responsable de la psychiatrie adulte périnatale dans plusieurs hôpitaux, la Pitié-Salpêtrière, Saint-Antoine, Tenon, Trousseau, et le docteur Hugo Bottemann, psychiatre, chef de clinique à la Pitié-Salpêtrière, chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et en philosophie à Sorbonne Université. Madame Joly, docteur Bottemann, bonjour, merci d'être avec nous ce soir. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes tous deux psychiatres, praticiens de psychiatrie périnatale, une nouvelle spécialité à l'interface de la psychiatrie, la psychologie, l'obstétrique, la pédiatrie, les neurosciences. Et on avait jusqu'à présent quelque peu magnifié, idéalisé la grossesse. On s'est longtemps concentré sur le futur bébé. Et vous faites un focus sur le cerveau maternel, le grand oublié au rôle pourtant crucial. Eh bien oui, la psychiatrie périnatale, c'est une spécialité qui est peu connue en France, mais qui est pas connue. En pleine émergence, voilà. Vraiment très peu connue. Et comme vous le dites, à la confluence entre la gynécologie, la pédiatrie et la psychiatrie adulte. Et donc, ça se développe actuellement par les neurosciences périnatales avec un œil plus affiné sur la femme enceinte et la femme pendant le postpartum. Alors, vous nous expliquez comme le cerveau est chamboulé par la grossesse, son déroulement, ses conséquences physiques. C'est vrai qu'on parle souvent de psychologie quand on parle de la femme enceinte. On se dit mais quelles sont les pensées qui passent dans sa tête? Et en même temps, toute cette psychologie, elle est basée sur des changements cérébraux, sur des vrais changements qui sont dus aussi aux modifications hormonales de la grossesse et du postpartum et qu'on a voulu un petit peu présenter dans ce livre de façon plus concrète. Alors, dans cet ouvrage fort riche, mais très accessible, très pédagogique, j'ai extrait quelques points forts sur lesquels nous allons insister. Alors, on va partir dans ce fascinant voyage dans le cerveau maternel, dont le rôle est crucial et le fonctionnement incroyable. Alors, il faut d'abord expliciter trois notions essentielles. L'interoception, la neuroplasticité cérébrale et le fonctionnement bayésien du cerveau. Alors l'interoception, c'est quelque chose qui est crucial en neurosciences. C'est la façon dont le cerveau encode, interprète et transmet les signaux qui viennent de l'intérieur du corps. Vous savez qu'à tout moment, votre cerveau, en fait, il capte les signaux des battements cardiaques, il capte les signaux de la façon dont bougent les viscères, ou dont bougent les muscles de la vessie ou les muscles du torse, par exemple. Et tout ça, ça fait partie de l'interoception et ça participe à la façon dont il comprend ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais aussi à l'extérieur du corps. Il a parfois des difficultés de compréhension. Parfois, il y a des bugs dans cette compréhension. C'est typiquement quand on a des sensations ou des expériences un peu nociceptives. C'est des douleurs qui ne sont pas forcément dues à quelque chose qui nous fait mal dans le réel. On sait que par exemple, dans la fibromyalgie, il y a des défauts d'interprétation justement de la douleur, des défauts qui viennent justement de ce système prédictif cérébral interoceptif. Et en ce qui concerne la neuroplasticité périnatale, on sait que la grossesse, c'est un moment qui est très particulier dans la vie d'une femme qui va avoir des modifications corporelles, mais aussi cérébrales. Et en fait, ces modifications cérébrales, elles apparaissent très tôt au début de la grossesse et elles sont indispensables pour préparer en fait la mère à accueillir et à répondre aux besoins d'un nouveau-né. Et toutes ces modifications de l'architecture cérébrale, c'est ce qu'on appelle cette neuroplasticité
neuroplasticité périnatale. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le cerveau de la mère, la substance grise, par exemple, elle diminue, mais c'est pas dû en fait à une détérioration de la substance grise, c'est dû à un remaniement. Et ça, c'est la neuroplasticité dont parle Lucie, c'est-à-dire il y a un remaniement de certaines zones, de certaines activités, de l'architecture et de la fonction en fait. C'est un phénomène qu'on voit à plusieurs moments de la vie. Dans l'adolescence, il y a ça, et on sait que pour une femme, c'est aussi un moment de transition très important de cette grossesse. Il y a un nouveau remaniement architectural du cerveau. Alors, une notion qui est proprement incroyable, que j'ai découverte dans votre ouvrage, c'est que le cerveau fonctionne de manière prédictive. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on avait avant les théories comme quoi le cerveau il recevait des informations sensorielles venant de nos yeux, de nos oreilles, de notre nez, et qu'il se contentait de les interpréter, de les comprendre, de les traiter. En fait, ce qu'on se rend compte maintenant, c'est qu'il les prédit à l'avance, bien avant de les recevoir, et c'est cette prédiction qui détermine, nous, notre expérience sensorielle, la phénoménologie qu'on a du monde. C'est-à-dire ce qu'on perçoit, ce qu'on entend, ce qu'on ressent, à la fois comme émotion, mais aussi comme perception. Et en fait, c'est très troublant, Dr Botman, parce que vous dites nous percevons des choses qui n'existent pas et nous ne voyons pas certaines qui existent. Exactement. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, qui est connu dans les biais de perception ou dans les biais cognitifs, où on sait que là, parfois, nos croyances, elles sont drivées, elles sont emmenées vers quelque chose qui n'est pas tout à fait la réalité de ce qu'on perçoit du monde. C'est-à-dire qu'on perçoit que certaines informations, souvent celles qui nous arrangent, et puis il y a certaines informations qui sont totalement dissimulées par notre cerveau, qui ne passent pas le seuil de la conscience. Et vous évoquez aussi le problème des croyances. Ça, c'est très important, c'est qu'en fait, les croyances, qui sont pas forcément des croyances conscientes, qui sont en fait des estimations de probabilité sur ce qui peut se passer dans l'environnement, elles influencent, elles filtrent finalement notre perception. Et ce filtre, c'est la base aussi de nos actions, de ce qu'on va faire dans le monde, pour agir sur le monde. Et ça, c'est très important parce que ça fait une espèce de socle commun entre la perception, la croyance et l'action. Ouais, vous dites quand le cerveau ne reçoit pas l'information qu'il attend, finalement, il la modifie en fonction de ses attentes. Exactement, et parfois même, il peut imposer ses attentes dans notre perception, et typiquement, ça nous fait percevoir des choses qui n'existent pas. C'est ce qui se passe dans l'hallucination, par exemple. L'hallucination, c'est pas un phénomène qui est rare, c'est pas un phénomène qui est forcément pathologique en soi. Un exemple très simple, en postpartum, il y a énormément de femmes qui hallucinent les pleurs de leur bébé, ce qu'on appelle les pleurs fantômes. C'est-à-dire que le bébé, elles sont tellement habituées à l'entendre pleurer, que le jour où il dort parfaitement bien, il dort d'un sommeil parfait, elles ont l'impression, elles sont dans la pièce d'à côté, elles ont l'impression d'entendre ses pleurs. Donc elles arrivent dans la chambre pour voir si le bébé est bien réveillé, et en fait le bébé dort. Vous en parlez dans votre livre, les mamans qui vont 20 fois par nuit vérifier que le bébé respire. Exactement, et ça peut expliquer aussi plein d'autres mystères dans le domaine de la périnatalité, et notamment le syndrome du bébé fantôme dont on parle dans notre livre, les grossesses imaginaires ou les dénis de grossesse. Voilà, donc c'est fascinant. On va peut-être y venir si jamais on a le temps. J'avais besoin d'expliciter ces trois notions importantes et une que j'ai découverte qui est la théorie bayésienne. Alors ça, c'est une théorie qui a beaucoup révolutionné à la fois les statistiques et puis après, quand c'est revenu en neurosciences, ça a révolutionné les neurosciences. C'est même pas un médecin, d'ailleurs vous dites c'est un révérend anglais. Exactement, alors initialement... Du XVIIe siècle. Oui, tout à fait, alors, qui a proposé ce théorème de Bayes. Et en fait, c'est un de ses amis qui a retrouvé ses écrits et qui les a publiés et qui après a permis de les faire connaître. Et donc le nom est posthume, mais en tout cas, c'est lui qui a donné le nom à cette théorie. Et vous dites, notre cerveau nous ment. En fait, on se rend compte, alors c'est des modèles qui sont faits, c'est des modèles mathématiques, des modèles statistiques, on se rend compte que la façon dont le cerveau traite les informations, il le fait en prenant en compte des informations qu'il possède déjà. C'est-à-dire qu'il utilise ses connaissances qu'il connaît déjà pour traiter de nouvelles informations. Et ça, il pourrait le faire alors à des échelles très vraiment microscopiques en utilisant quelque chose qui approxime à peu près le théorème de Bayes. C'est pour ça qu'on parle de cerveau bayésien. Alors je voudrais qu'on revienne sur l'interoception parce que vous expliquez en fait il y a un duel permanent entre ce que le cerveau s'attend à percevoir et ce qu'il perçoit. Et alors il modifie son modèle du corps. C'était une question qu'on se posait nous en disant qu'est-ce qui se passe dans la tête? Il y a un fœtus comme ça qui apparaît dans le ventre et vous dites habituellement ça se passe normalement, en fait, progressivement. Comme votre corps il est assez unifié la plupart du temps, le cerveau il a une espèce de modèle de ce qui se passe dans le corps et à l'extérieur du corps qui évolue au gré des expériences du monde. Il pense que ça doit se passer comme ça. Qui pense que ça va se passer comme ça. Et la grossesse c'est vraiment un bouleversement de ça, parce que finalement il y a une nouvelle interoception qui est en train de se mettre en place. Le bébé grossit, il y a des modifications hormonales, il y a des modifications de la tension des tissus musculaires abdominaux. Et donc toute cette modification là, il faut que le cerveau il les encode. Et ça se fait de façon très progressive et en général de façon très harmonieuse.
Oui, et vous dites en fait ces sensations permettent, les sensations interoceptives permettent au cerveau de connaître à tout moment l'état dans lequel se trouve le corps, est-ce qu'il a mal, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il est en danger, mais c'est régulé par des mécanismes prédictifs. On a du mal à le croire quand on le lit. Et ces mécanismes prédictifs font que les perceptions que la femme peut avoir de la grossesse, typiquement la perception qu'il y a un bébé qui est en train de bouger dans le ventre, eh ben elles sont très subjectives, elles varient en fonction des femmes, elles varient en fonction des cerveaux. Si c'est qu'il y a des femmes qui ne perçoivent pas du tout les mouvements du bébé, très très peu, ça on les voit en consultation, et puis il y a des femmes qui les perçoivent de façon très 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 excessive, avec parfois des sensations qui peuvent être même douloureuses associées au mouvement du bébé. Ça c'est aussi des différences qui sont dues à l'interoception maternelle dont on a parlé. Vous dites que les neurones fonctionnent comme des bookmakers. Exactement, les neurones fonctionnent comme des bookmakers qui font des paris sur l'avenir. Et quand ces paris ne sont pas réussis, ils ne sont pas très contents. Alors, dans le cerveau, il y a quand même des modifications. Alors, vous dites que la taille et le volume du cerveau diminuent pendant la grossesse d'environ 5-6%. Et que le cerveau d'une maman qui a accouché est différent de celui d'une nullipare. Exactement. Et comme le disait Hugo tout à l'heure, la diminution de la taille du cerveau, ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution de l'acuité intellectuelle, de l'intelligence. C'est simplement que la femme enceinte, elle va acquérir des spécificités pour pouvoir accueillir ce nourrisson. Alors, ces modifications cérébrales, elles peuvent expliquer ce qu'on appelle le fameux mommy brain ou ce qu'on appelle en termes français la mamnésie. Qui désigne les troubles d'inattention, les pertes de mémoire pendant la grossesse. Il y a vraiment une diminution des capacités cognitives. Alors, il peut y en avoir, ça, c'est étudié depuis très longtemps. Et d'ailleurs, Winnicott en parlait déjà, comme une sensation de brouillard, de ralentissement décrite par les jeunes mamans. Et c'est très fréquent, et on sait que c'est des modifications qui n'entraînent pas de séquelles pour plus tard. Un mot sur le placenta, parce que vous expliquez, il y a un microchimérisme fœtal, donc il y a un passage de cellules fœtales au travers du placenta qui vont coloniser le corps maternel et induire des comportements, le corps maternel et induire des comportements. Alors les recherches sur le placenta, interaction placenta-cerveau maternel et enfant, c'est assez fascinant, c'est un champ qui est encore en expansion. On se rend compte qu'en tout cas le placenta, il sécrète énormément de molécules qu'on disait neurotransmetteurs, qui vont influencer et la génération des neurones du bébé, mais aussi probablement l'activité du cerveau de la maman. Alors il y a des modifications hormonales qui sont dues au placenta, mais probablement des modifications qui sont aussi dues à l'activité directe des neurones. Et ça c'est quelque chose qu'on voit par exemple avec le microchimérisme, où il y a des cellules du bébé qui passent dans le corps de la maman et qui passent parfois dans le cerveau aussi. Ils peuvent passer la barrière hématocéphalique. Et vous expliquez, vous dites, ça participe au lien qui s'installe progressivement et la maman devient beaucoup plus sensible à son bébé qu'aux autres. Alors sur le microchimérisme, il y a encore des recherches à faire. On ne peut pas encore faire cette conclusion-là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça participe à quelque chose sur le plan immunologique et sur le plan de l'activité cérébrale qui a une voie de recherche intéressante. Le placenta, alors j'ai appris dans votre livre que des célébrités mangeaient le placenta, tellement il a de qualité. Oui, c'est ça, aux États-Unis, certaines célébrités vont consommer leur placenta, là c'est la placentophagie. Alors ça peut être sous différents modes, soit par encapsulation, il y a des entreprises, ou en smoothie, voilà, le smoothie placentaire. En France c'est interdit. Le placenta, il a un statut particulier, il est considéré comme un greffon, donc on peut pas infectieux. Et puis les infectiologues alertent sur le risque infectieux, donc c'est pas possible en France. C'est pas une pratique à recommander. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'allaitement et l'attachement. Vous dites que l'allaitement favorise précisément l'attachement et la production d'une hormone, l'ocytocine. Alors après, c'est un équilibre, c'est-à-dire que ce qui est important, c'est que le moment soit privilégié entre la mère et son bébé. On est actuellement, ici dans un pays industrialisé où il n'y a pas de carence. Donc, si l'allaitement est compliqué, que la femme a des crevasses et que il faut pas, pousser non plus, être dans une pression sociale, parce que c'est ce que vivent beaucoup de femmes. Donc tout est balancé
balance avantages, inconvénients. Et donc, il faut vraiment discuter de l'allaitement. Voilà. Alors, juste avant l'allaitement, l'attachement, vous dites, en fait, il se construit sur la perception des mouvements fétaux et symboliques que la mère... Alors, le lien, en effet, avec son bébé, c'est quelque chose qui n'est pas automatique et qui va se construire progressivement, qui commence dès la grossesse, ce qu'on appelle l'attachement prénatal. Et en effet, les mouvements, le ressenti des mouvements fétaux, il va jouer dans la construction de cet attachement. Et puis, ça se poursuit dans l'accouchement et enfin, cette épreuve qui est quand même... Vous racontez cette rencontre. La façon dont la maman tient le bébé. Voilà, la rencontre, le pot à pot, tout ça, ça joue et puis ça se poursuit dans le postpartum. C'est pas quelque chose qu'il faut médicaliser, sauf si on voit qu'il y a des troubles des interactions mère-bébé. Très, très culturel aussi. Exactement. J'imagine. Oui, il y a une influence culturelle très forte. Faut faire attention, alors il y a des pressions normatives très très fortes autour de l'attachement, autour de l'allaitement aussi, qui sont souvent implicites, mais qu'il faut un peu déjouer et il faut pouvoir un peu détricoter aussi avec les patientes, et ce qu'on fait nous tous les jours en consultation. Vous dites la maman se représente, enfin la façon dont elle se représente son bébé influence la façon de le porter, ce qui est pour le bébé, ça influence son corps également. Exactement, c'est une boucle en fait. Même la façon dont la mère se représente son corps, perçoit son corps, ça influence aussi ses mouvements, ça influence la façon dont elle réagit à des signaux qui viennent de l'extérieur, aux cris du bébé. Donc l'interoception est impliquée dans toute la chaîne en fait de relations en anténatal pendant la grossesse et après même dans le postpartum. Sur l'attachement maternel, vous citez Elisabeth Badinter qui dit « L'amour maternel est complexe et imparfait, loin d'être un instinct, il faut un petit miracle pour que cet amour soit tel qu'on nous le décrit. » Oui, alors en plus, l'attachement, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce qu'il faut aussi se dire que la mère va sacrifier un grand nombre de ressources, de temps, de ressources énergétiques, etc. pour s'occuper de son nourrisson. Et ça, alors, les théories évolutionnistes, par exemple, c'est quelque chose qui est étudié depuis très longtemps, mais qui peut donner aussi des espèces de conflits un peu évolutifs entre l'intérêt de la mère et puis l'intérêt pour son nourrisson. Ça, c'est des choses qui, dans le cerveau, sont assez difficiles à encoder, et qui participent à un changement très très fort par rapport à l'adolescence ou au jeune âge de la mère, où elle avait à ne s'occuper que d'elle. Vous expliquez avec le style en retrait, le style intrusif anxieux, tout ça participe bien entendu au développement et au lien entre la maman et le bébé. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas toujours facile la mise en place de ce lien. Et ce qu'on peut voir, par exemple, lors d'une rencontre d'une mère et de son bébé à l'accouchement, c'est que c'est pas toujours simple et il faut du temps pour que ça se mette en place. Et les femmes, elles vont rencontrer ce petit être, ce petit étranger, il va falloir apprendre à le connaître et inversement. Et donc ça, il faut du temps, il faut déculpabiliser sur ces ressentis-là qu'on peut avoir. Éviter une surmédicalisation. Exactement, vous en parlez dans votre livre. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot sur le baby blues, qui est quelque chose de physiologique apparemment, et la dépression qui, elle, est beaucoup plus pathologique. Il faut faire la distinction entre le baby blues et la dépression du postpartum. C'est important parce que le baby blues, ça touche 60 à 80% des accouchés, donc c'est vraiment très fréquent. Et c'est surtout entre le 3e et le 5e jour après l'accouchement, avec des mères qui vont se sentir très hypersensibles, irritables, qui ont eu un accouchement, c'est une vraie épreuve physique, qui ne dorment pas. Donc souvent... Plus que ça, Dr Joly, parce que vous dites après la naissance, c'est le bébé qui devient le centre de l'attention. Voilà, c'est ça. Et donc, la mère, elle se retrouve à une position qui est particulière et souvent, elle ressent une perte d'attention par rapport à son entourage. Donc, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, il faut être à l'écoute et souvent, ça passe avec le soutien de la famille et l'écoute des professionnels. Et vous dites qu'il faut leur en parler surtout. Il faut prévenir pendant la grossesse. C'est aussi le rôle des professionnels de santé en périnatalité, des sages-femmes, des psychologues, des psychiatres en périnatalité, parce que quand on sait, c'est toujours moins impressionnant quand on le vit. Après, il faut être attentif au développement d'une dépression du postpartum, c'est-à-dire quand les symptômes vont perdurer au-delà de 15 jours. C'est ça, beaucoup plus tardif.
ils durent plus longtemps, et ils sont plus sévères, et donc c'est des femmes qui peuvent se sentir très tristes, qui vont pas dormir, qui vont avoir des doutes sur leurs compétences maternelles, qui peuvent avoir ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, c'est-à-dire la peur de faire du mal à leur bébé. Voilà, toutes ces choses, il va falloir être attentif. Et puis, c'est important, vous dites, ça touche près de 100 000 alors la dépression du postpartum, elle va quand même toucher une femme sur 5, donc c'est vraiment très important. Et selon un rapport de l'INSERM qui a été publié en début d'année, c'est la 2e cause de mortalité par suicide, ensuite de couches. Donc c'est vraiment à ne pas banaliser. Oui, c'est effrayant. Vous dites que le risque est 6 fois plus élevé qu'une femme du même âge qui n'a jamais accouché. Ah oui, c'est vraiment la grossesse, c'est un moment de vulnérabilité, alors cérébrale et psychologique très particulière. C'est pour ça qu'il faut bien accompagner les femmes, et puis leur expliquer qu'elles peuvent traverser cette espèce de tempête émotionnelle, et en les accompagnant, en général, ça se passe très bien. Il y a évidemment des raisons qui sont des raisons hormonales. On utilise, nous, très volontiers les IRS, enfin les produits classiques, le Prozac et puis ses petits frères. Et on voit poindre de nouvelles molécules. Alors ça, justement, c'est un des axes de recherche qu'on a à l'Institut Cerveau et à Sorbonne Université. L'objectif, c'est de développer des traitements d'action rapides, parce qu'en fait, quand les femmes ont des symptômes dépressifs intenses, très sévères, en général, elles n'arrivent pas à s'occuper de leur nourrisson. Elles sont à risque suicidaire très important, elles sont prises par une détresse émotionnelle très forte, donc il faut agir rapidement sur ces symptômes. Aux États-Unis, il y a un traitement révolutionnaire qui s'appelle la brexanolone, qui a été développé, mais qui n'est pas disponible en France. Donc en France, on essaie de développer des traitements alternatifs, donc on utilise notamment la kétamine, qui est un traitement d'action rapide antidépresseur. C'était un anesthésique. Qui était utilisé en anesthésie, voilà, exactement, autrefois. Et puis, on commence à essayer de rechercher d'autres traitements, mais c'est des voies de recherche futures aussi. C'est vraiment uniquement pour des raisons économiques qu'on n'a pas ces produits-là, parce que les chiffres que vous donnez, une cure de 3 jours, c'est 30 000 $. La brexanolone est un produit assez cher. Bon, on espère que justement, au niveau des pouvoirs publics, on pourra l'avoir un jour en France, mais en tout cas, il n'est pas disponible pour l'instant. Par contre, les patientes sont là, il faut qu'on les aide. Ce qui est embêtant, en fait, avec les ISRS dont vous parlez, c'est qu'ils mettent 3 semaines à 1 mois pour agir. Et donc, dans la période du postpartum, c'est un temps qui est très... Il faut un produit extrêmement rapide. Voilà, parce qu'en fait, ce qui est une prévention pour la mère, c'est aussi une prévention pour le bébé. Une femme déprimée, elle va être moins disponible psychiquement pour répondre aux besoins de son bébé. Et donc, il peut y avoir des troubles du développement psycho-affectif qui peuvent s'installer chez le nourrisson. Et donc, c'est pour ça qu'il faut les prendre en charge rapidement. En traitant rapidement les symptômes dépressifs, on peut après vite faire de la psychothérapie, notamment dans les unités mère-bébé ou avec des équipes qui s'occupent des relations mère-bébé. Les mères deviennent accessibles une fois qu'on a enlevé cette intensité des symptômes dépressifs avec des traitements d'action rapide. Vous expliquez dans votre livre, donc il y a beaucoup de méthodes qui sont des méthodes de psychothérapie interoceptive. Oui, il y a beaucoup de... On pratiqué peut proposer... partout là maintenant, ou uniquement dans les 4 hôpitaux, ou alors pour l'instant dans les CHU, c'est spécialisé dans nos hôpitaux, mais c'est à viser de se répandre sur les autres maternités, autres sites psychiatriques. L'information est essentielle, et puis derrière, il y a un certain nombre de méthodes. Vous parlez du biofeedback, de l'hypnose, de la méditation, du yoga, enfin beaucoup de méthodes. Mais je crois que ce qui est important, c'est que les femmes soient au courant, pas culpabilisées. Un certain nombre de symptômes de mal-être sont inhérents à ce qui se passe pendant la grossesse. Il y a une chose toute simple. Une chose toute simple qu'on utilise, c'est la cohérence cardiaque, par exemple, cohérence cardiaque, où donc c'est des expirations et des inspirations de 5 secondes chacune pendant 5 minutes, ce qui fait 6 cycles respiratoires par minute. C'est quelque chose qui est extrêmement puissant. En fait, ça régule le nerf vagal et c'est extrêmement puissant sur les symptômes anxieux et dépressifs pendant la grossesse et le postpartum. C'est quelque chose de tout simple. Donc, si jamais vous êtes angoissé pendant la grossesse, n'hésitez pas à utiliser la cohérence cardiaque. Plutôt que les applications numériques, vous dites c'est très utile, probablement utile dans l'avenir, mais peut-être quand même s'en méfier. Alors oui, il faut faire attention. C'est les applications numériques et notamment celle qu'on est en train de mettre en place sur Sorbonne Université qui s'appelle Smart Partum et qui sera disponible en début d'année. Elle va permettre de garder un lien numérique et de pas laisser échapper des patientes qui sont à risque. Mais après, elle ne remplace pas le rôle du psychiatre
pédiatres ou des professionnels en périnatalité. Voilà, on arrive au terme de notre entretien. Vous voyez, ça va très vite. Finalement, les objectifs de votre livre, c'était bien évidemment d'informer, d'essayer d'améliorer la santé psychique maternelle et infantile. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dans le cerveau des mamans, aux éditions du Rocher. Docteur Joly, Docteur Botman, merci beaucoup. Merci beaucoup.